Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu pour cette interview avec la Deutsche Welle. Donc vous êtes venu à Berlin pour rencontrer la chancelière Angela Merkel. C'est quoi l'objectif concret de votre voyage? Pour être honnête, je viens surtout remercier Mme Merkel à la veille de son départ de la tête de l'Allemagne, parce que ces dernières années, elle s'est engagée de façon à faire en sorte que la coopération entre le Niger et l'Allemagne se soit considérablement renforcée. Et je suis venu en même temps, évidemment, demander aux autorités allemandes, à elles-mêmes et à toutes les autorités allemandes, de maintenir ce cap et de faire en sorte que notre relation se renforce encore davantage. Et cela veut dire que c'est quoi qui a marqué votre relation avec Angela Merkel ces années précédentes? En plus de l'accroissement de l'enveloppe de la coopération, il y a eu une diversification et une plus grande implication sur les questions qui n'étaient pas traditionnelles, notamment les questions en rapport avec la sécurité. Et l'Allemagne a désormais un certain regard sur l'Afrique, et notamment le Sahel, qui est totalement inédit de ce point de vue-là. Est-ce que vous attendez de l'Allemagne que l'Allemagne enverrait par exemple plus de soldats dans le Sahel? Non, je pense que ce n'est pas ça la question. Vous voyez que la France est en train de diminuer les effectifs de ses soldats parce qu'ils sont totalement non nécessaires. Et nous n'avons pas besoin vraiment de soldats au sol dans le cadre des opérations militaires qui peuvent être menées dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin de nos partenaires européens pour ce qu'ils savent faire et pour lequel nous n'avons pas les moyens, en complément de ce que nous avons à faire et pour lequel eux, ils ne sont pas nécessaires. De façon concrète, nous avons besoin de moyens de technologie que nous ne possédons pas pour les informations, pour les renseignements, les avions de reconnaissance, toute l'information technologique. Ça, les Européens l'ont, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas de capacité aérienne conséquente, en complément à ce que nous pouvons faire au sol. Dans le cadre des opérations, la dimension aérienne du combat que nous avons à mener est une dimension au sein de laquelle nos lacunes à nous peuvent être comblées par les moyens que peuvent utiliser nos partenaires, les Allemands, les Français et les Européens de façon générale. C'est ça qui explique la nécessité de forces de type spécial vraiment dans les opérations, utilisant des technologies que nous n'avons pas. Donc nous devons être complémentaires. Les soldats au sol, c'est notre affaire à nous, ce n'est pas l'affaire de nos partenaires. Mais cela suppose que vous soutenez toujours la lutte militaire contre le djihadisme? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus renforcer la lutte contre le terrorisme par plus de développement, par plus de cohésion sociale? Oui, il ne faut pas confondre les choses. Pour le moment, nous sommes engagés dans des opérations de combat contre des terroristes qui ont occupé des espaces physiques qui sont sous leur contrôle, caractérisés par les formes de violence qu'ils peuvent utiliser justement pour soumettre les populations et vouloir étendre leur espace. Aujourd'hui, les terroristes, ils prélèvent des taxes sur les populations, ils ont interdit les écoles, ils ont imposé la fermeture des écoles, les centres de santé ne fonctionnent pas, les services publics de base ne sont pas fonctionnels dans les régions occupées par les terroristes au Mali et les zones qui sont sous leur influence relative au Niger et au Burkina. Il y a donc l'urgence de combattre les terroristes, de les anéantir, de les réduire.
et il y a le problème de fonds de développement. Il ne faut pas les confondre. C'est une question d'agenda et d'articulation des priorités, tout simplement. Dernièrement, il y a aussi les États-Unis qui ont proposé leur aide à la France dans la lutte antiterroriste dans le Sahel. Quel rôle jouent les Russes, les Chinois, par exemple, dans cette lutte antiterroriste? Ou quel rôle est-ce qu'ils pourraient jouer? Je n'en sais rien pour le moment. Ils ne sont pas du tout présents sur ce front-là. S'ils devraient y être, ils auront certainement une grande place également. Mais pour le moment, ça ne me paraît pas être quelque chose qui les intéresse spécialement. Et mais, donc, vous, en tant que président nigérien, vous n'avez jamais approché les Russes, par exemple, comme l'a fait le président centrafricain, pour aider dans la lutte contre non. Les Russes, non, parce qu'ils n'ont pas d'ambassade chez nous, ils n'ont aucune forme de présence. Nous n'avons pas de vraie coopération militaire. Par contre, les Chinois, nous avons une relation bilatérale dans le domaine militaire et nous demandons leur assistance, surtout en équipement. Est-ce que les problèmes du Mali, qui ont donc des répercussions sur le Niger, peuvent se régler sans dialogue avec les djihadistes? Le problème du Mali, vraiment, je ne sais pas trop. Les Maliens sont mieux placés que nous pour envisager l'avenir de leur pays. J'entends des autorités du Mali dire qu'elles ont besoin de dialoguer avec les responsables des fronts terroristes maliens. Je respecte ce point de vue, mais je n'ai aucune idée de sa pertinence. Et pour le Niger, ce serait envisageable pour vous de dialoguer avec des djihadistes? Pour nous, la situation est un peu différente. Nous n'avons pas de djihadistes nigériens qui sont à la tête de groupes et qui aient pu jusqu'à présent formuler des griefs contre nous ou des objectifs pour eux et qui peuvent nous interpeller. Nous sommes surtout affectés par les agissements de l'IGS et secondairement du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, qui est l'autre officine du terrorisme dans le Sahel. Les chefs de ces deux organisations ne sont pas des Nigériens. La deuxième, le GSIM, ce sont des Maliens. L'IS, c'est un Sahraoui. Donc nous n'avons pas de chef de front terroriste nigérien qui ait formulé des griefs contre le Niger et qui pourrait être par conséquent un partenaire à une discussion avec le Niger. Voilà pourquoi il n'y a pas trop de sens de notre part à dire nous dialoguons ou nous ne dialoguons pas. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour empêcher des Nigériens de se rejoindre aux groupes terroristes? Vous dites ils ne sont pas les têtes de ces groupements, mais ils rejoignent ces groupements-là, donc ils sont membres. Comment empêcher cela? Nous sommes en train de développer diverses actions à la base auprès de communautés pour leur expliquer cette situation et ce qui en constitue les enjeux. Et donc, il y a un certain nombre de mesures sur les détails desquelles je ne voudrais pas m'appesantir, que nous sommes en train de prendre parce que, en effet, tout comme vous venez de le dire, nous avons conscience que nous avons des jeunes Nigériens qui vont là-bas, non pas tant parce qu'ils ont des convictions idéologiques de type islamiste radical, que parce qu'ils pensent trouver à manger. Et en effet, il a pu arriver que des jeunes qui sont allés dans cette aventure ont pu avoir quelques biens et qui ont incité d'autres aussi à aller. Voilà à quoi est réduit le terrorisme désormais en Afrique, en vérité. Vous avez des chefs qui, eux, sont illuminés, ont des convictions de type idéologique, mais qui ne sont pas mus que par ces considérations. Pour être honnête, il y a toute une économie criminelle qui s'est développée, qui fait l'affaire des chefs, mais qui peut aussi faire l'affaire des soldats. Et le phénomène, pour nous, se réduit, pour les Nigériens en tout cas, plutôt à cela qu'à autre chose. Il y a une sensibilisation à faire, il
une conscience à faire prendre auprès de communautés d'où partent ces jeunes. Voilà un peu le genre de choses que nous sommes en train de faire. D'accord. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que vous avez quand même été ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. Qu'est-ce que vous avez manqué de faire pour que le Niger arrive à ce point? Parce que par exemple, même avant que vous n'entriez en fonction, il y a eu des massacres, des attentats qui ont fait plus de 200 morts. Qu'est-ce que vous avez manqué de faire pendant les 4 ans avant? La situation s'est dégradée surtout au Mali, malheureusement. Il faut le reconnaître. Et les bases du terrorisme se sont consolidées dans ce pays-là et il y a eu plus de jeunes qui ont été enrôlés dans ces mouvements-là. Et évidemment, ça a influé sur notre territoire parce que ces jeunes qui sont venus tuer des gens de communautés Jarma et Touareg sont des jeunes, tout le monde le sait, qui viennent de la région de Menaka, malheureusement. Et c'est cette technologie dont vous avez parlé tout au début, Voilà. qui, par exemple, aiderait aussi à identifier suffisamment tôt des assaillants qui, par exemple, arrivent en moto dans les villages. Voilà, si nous avions des radars, si nous avions des ISR, si nous avons des hélicoptères, notre action aurait été totalement différente, bien sûr. Au début de votre mandat, il n'y a pas eu seulement les massacres dont on a déjà parlé, mais il y a aussi eu des protestations et de l'opposition et de la société civile contre... De l'opposition seulement. contre votre victoire. Et c'est votre concurrent, l'ex-président Mahaman Ousmane, qui aurait gagné, disait-il. Ces opposants sont toujours incarcérés, sans procès pour l'instant. Je ne connais pas trop d'opposants incarcérés, il y en a très peu. Il y a eu quelques manifestants qui ont été arrêtés, en effet, oui. Et pourquoi il n'y a toujours pas un début de procès? Je n'ai aucune idée de cela. Je vous assure que je n'en ai aucune idée. C'est une affaire de la justice. Vous aviez promis au début de votre mandat de tendre la main à l'opposition. Oui. Vous l'avez fait déjà? Je l'ai fait. Sans qu'on s'en aperçoive? Certainement, mais eux se sont aperçus que je suis dans un état d'esprit de quelqu'un qui ne cultive pas l'attention. Merci, Monsieur le Président. Vous appelez.